Nous aurions très bien pu faire un film sur les îles Comores et lui donner le titre ronflant de Merveilleuses îles Comores et montrer comment cet incroyable archipel se distingue de tout ce que l'on peut connaître au monde. Ce serait beau, charmant et surtout pas compromettant. Mais ce serait être vraiment aveugle que de s'arrêter là. Car ce qui se passe sur le plan politique et social dans cette nouvelle nation mérite la plus grande attention. La République des Comores constitue en effet la plus jeune nation révolutionnaire du monde. La plus jeune d'abord sur le plan historique, puisque le 3 août 1975, le président Ali Swahili prenait pacifiquement le pouvoir, mettant fin à 130 ans de colonisation française. La plus jeune aussi sur le plan politique, puisque la nouvelle constitution donne le droit de vote aux jeunes Comoriens dès l'âge de 14 ans, ce qui ne s'était encore jamais vu nulle part. Une nation donc qui mise sur son potentiel le plus sûr, celui de sa jeunesse. Une jeunesse pleine d'enthousiasme, prête à s'engager à fond pour se débarrasser de ce que l'on pourrait appeler sans crainte les séquelles du colonialisme français. Une jeunesse révolutionnaire qui dirige aujourd'hui vraiment le pays et donne le pas. Un pas qu'il lui faudra elle-même contrôler avec l'aide précieuse du président Ali Swahili, jeune ingénieur agronome, qui ne lésine pas lui non plus en énergie à dépenser. Durant notre passage aux îles Comores, cet homme était partout, allant d'île en île, de congrès d'agriculteurs en congrès d'agriculteurs, passant des journées complètes à expliquer ce qu'est la nouvelle constitution comorienne et ce que sont les nouvelles réformes. Les réformes agraires, sociales, administratives, scolaires, culturelles. Oh, viva! Viva Comoro! Ora ringia ary mai zitendro arabozy atarikondry eny jiato reo ny injia mba maniry tsy konga anjiana io. Donnant des cours aussi aux élèves des classes terminales qui, quant à eux, devront offrir 2 ans de leur vie au peuple comorien en travaillant dans un service social spécialement créé pour éduquer et informer les 300 000 habitants répartis sur les 4 îles de l'archipel des Comores. Mais il est temps de vous décrire ce pays que l'on appelle aussi l'archipel des parfums. Car les Comores, c'est d'abord et avant tout les fleurs, le pays où l'on fabrique l'essence de parfum. C'est le pays aussi du copra, c'est-à-dire des noix de coco. La situation géographique des Comores, eh bien, prenez l'avion en direction de Madagascar et passez au-dessus du Mozambique, en Afrique orientale, et posez-vous à Moroni, capitale de l'archipel des Comores. Nous sommes à plus de 20 heures d'avion de Montréal, bien au-dessous de l'équateur, au beau milieu du canal du Mozambique, sur la route des pétroliers, les plus gros, ceux qui reviennent tout droit d'Arabie Saoudite, si gros qu'ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez. On a tout de suite compris, quand on a parlé du pétrole, de l'importance que peut avoir l'archipel des Comores pour l'Occident.
ainsi les 4 îles, date de sa dernière éruption qui fit plus de 20 000 sinistrés. Mohéli, la plus petite des îles, la moins accidentée, la moins peuplée aussi, avec ses îles sur cette carte, à 15 000 habitants. Anjouan, la plus sauvage, la plus montagneuse, la plus arrosée, la plus riche en agriculture, compte 125 000 habitants. Et enfin Mayotte, avec 25 000 habitants, que la France a décidé de garder illégalement, malgré les résultats éclatants d'un référendum en faveur de l'indépendance globale des Comores, prétextant que seule l'île de Mayotte avait voté contre cette indépendance. L'archipel des Comores est un et indivisible, dit en préambule le petit livre rouge de la Constitution des Comores. Mais la Constitution comorienne garantit bien d'autres aspects de la nouvelle société. Et en particulier, comme le dit le frère président Ali Souali, sa solidarité envers tous les peuples en lutte contre le racisme et l'oppression. Son attachement aux valeurs authentiques de la religion islamique, valeurs qui impliquent la lutte contre l'exploitation de l'ignorance et de la crédulité par le charlatanisme. Le charlatanisme, symbole d'un passé qui pèse lourd sur tout un peuple qui cherche sa nouvelle voie. L'histoire des Comores, c'est un peu l'histoire mouvementée d'une succession de sultans qui se disputaient des pouvoirs, des privilèges et des territoires. Arabisés depuis longtemps, on pense malgré tout que ce sont les Chiraziens, venus d'Iran, qui ont islamisé les îles Comores. Si aujourd'hui les Comores sont situées sur la route du pétrole, autrefois, vers le XVIIIe siècle, c'était d'abord et avant tout la route des Indes, c'est-à-dire la route des épices, fréquentée par les Portugais, les Anglais, les Hollandais et bien sûr les Français, qui d'ailleurs en 1841 négocient l'île de Mayotte à un sultan. En 1886, les 3 îles sont placées sous protectorat français par les sultans qui voulaient se protéger des envahisseurs venus d'Afrique orientale. En 1912, les 4 îles deviennent colonies françaises, mais c'est une formalité. C'est en 1975 que les Comores obtiennent leur indépendance, à l'exception donc de l'île de Mayotte. Mais qu'est-ce que les Français ont fait aux îles Comores pendant 130 ans? Eh bien d'abord ils ont colonisé, c'est-à-dire exploité à sens unique et pour leur profit seulement tout le pays. La République des Comores fait donc aujourd'hui sa révolution presque tranquille. Écoutons les réflexions successives de 5 Comoriens ayant des responsabilités différentes dans ce pays. Ils expliquent pourquoi, au fond, les Comores ont voulu changer quelque chose. Nous étions en esclavage. Nous avons la France qui était dans notre pays et qui vivait à son aise, et que nous, les Comoriens, on n'avait pas ni la voix, ou la population elle-même est à 90% de travailleurs, surtout laboureurs ou des cultivateurs. Il était inconcevable de voir un pays qui puisse vivre avec des lois françaises. Loi qui était faite à Paris. Les lois qui étaient faites à Paris sans la consultation du Comorien. Le Comorien était obligé de suivre cette loi parce que pour nous c'était une loi imposée. On apprenait l'histoire de France, on apprenait aux enfants que nos ancêtres sont les Gaulois, etc. etc. Alors que les petits devraient quand même apprendre l'histoire de leur pays avant d'aller plus loin. Les Comores ont vécu pendant toute la période coloniale dans un état d'isolement total en tant qu'insulaire. Et le gouvernement de l'État français n'a rien fait pour faire des Comores un pays qui soit connu, ayant des relations. Les paysans étaient toujours menacés. Les paysans payaient les impôts pour la ville, pour le colon. Donc en tant
étant un fils du paysan, je n'arrivais pas à avaler cet état des choses, bien que je m'étais préparé à lutter contre la ville, à lutter contre le colonialisme. Dans le temps, c'est-à-dire jusqu'en 1974, le pêcheur comorien était complètement mis au banc de la société. C'est-à-dire qu'il ne pouvait absolument pas être intégré, il était en quelque sorte comme un genre hors la loi. Il ne pouvait pas faire partie de quoi que ce soit et il ne pouvait même pas disposer de sa propre pêche. Aucun peuple au monde n'accepte de vivre dans l'asservissement indéfiniment. Et on ne construit pas un peuple, on ne construit pas un pays, une nation, surtout un pays en 24 heures. Viva Comoro, Wangwa. Le gouvernement veut donner le pouvoir à la jeunesse comorienne. Alors, pour un personnage comme vous, qui êtes une personne d'une autre génération, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que du bien pour moi, parce que je crois qu'avant que le gouvernement ou le pouvoir a donné le pouvoir à la jeunesse, je l'ai voulu avant. Vous le vouliez déjà? Je le voulais déjà. Je le voulais parce que dans un pays comme le nôtre, nous, à notre âge, nous avons hérité certaines habitudes, certaines façons de vie, certaines considérations. Il faut mettre à bas toute l'administration que nous avons héritée et organiser une administration qui soit auprès du peuple. Alors, de là, il faut commencer d'abord l'administration à partir du village. C'est là que sont les moudirias. Donnez-moi la définition d'une moudiria. Un village doit comprendre au moins 100 habitants. Une moudiria doit comprendre au moins 3000 habitants. La réforme agraire est liée avant tout à la création de la moudiria. Pouvez-vous me parler de la structure de la moudiria et de son influence sur les changements de la vie du paysan? Si vous voulez, la moudiria représente au niveau d'une unité l'administration, si vous voulez, décentralisée, qui comprendra toutes les formes d'administration et en particulier la représentation du ministère de la Production. Dans ce cas-là, le moudiria consistera en des magasins de stockage de produits et des points de vente où les paysans viendront vendre leurs produits qui leur seront payés tout de suite. Et je pense que là, c'est une réforme qui porte directement sur le paysan dans la mesure où le paysan est payé directement sur place. Puisque dans l'ancien système, si vous voulez, il était obligé de venir sur Moroni avec le coût de transport et tout. Il n'était pas sûr encore d'avoir le paiement de ses produits. La moudiria, c'est vraiment la révolution pour le paysan comorien. Autrefois complètement isolés dans les montagnes, les villageois n'avaient aucun contact avec les villes. Pour vendre leurs produits ou acheter des biens de première nécessité, ils devaient partir à pied, à 1 ou 2 journées de marche. Le voyage coûtait cher, et si quelqu'un était malade, c'était la même chose. Il fallait aller absolument à la ville. Aujourd'hui, la moudiria représente un véritable centre social, administratif et commercial à la portée de tous. Elle est située de manière à rejoindre environ 3000 personnes, c'est-à-dire 4 ou 5 villages à la fois. La moudiria, c'est donc un outil de base révolutionnaire pour les paysans qui d'ailleurs se sont organisés pour les construire eux-mêmes. Autrefois, le paysan, il travaillait pour survivre. C'est une obligation. Actuellement, je crois que l'homme a compris qu'il faut qu'il travaille pour d'abord vivre et faire vivre le camarade à côté. Et nous avons actuellement beaucoup de chantiers dans le pays qui sont montés et travaillés par la volonté du peuple. L'administration, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne les moyens matériels, le reste c'est la population.
Par exemple, dans la Moudiria qu'on a filmée, les gens sont volontaires. Partout, dans les 20 moudrias que vous voyez, l'administration n'a pas payé 1 franc, sauf les spécialisés, les ouvriers spécialisés, une dizaine ou 5. Tout le reste, c'est la main-d'œuvre populaire et volontaire. Ce sont des gens qui ont compris pourquoi on construisait la Moudiria. Alors j'ai en face de moi deux invités, le camarade Kassim et le camarade Mohamed, qui sont tous les deux du ministère de la Production. Nous allons nous entretenir ensemble de la réforme agraire. Alors d'abord, ma première question, ça serait de parler, d'expliquer un peu ce que signifie la réforme agraire pour les paysans, de manière globale. Globalement, cette réforme va permettre aux paysans d'abord de cultiver, de pratiquer une culture spéciale dont il est sûr, par exemple, de faire le maximum de rendement. Donc d'un côté, lui, il sort gagnant, mais également l'État également sort gagnant. Deuxièmement, elle commencera par la distribution des terres qui sera, elle, déterminée à la suite de la mise à jour d'une carte d'aptitude des sols. Et dès qu'on l'aura, on va redistribuer les terres conformément, bien entendu, aux résultats de cette carte d'aptitude des sols. Si je comprends bien, vous avez partagé les îles en zones de culture en fonction de la qualité du sol. C'est ça. Pouvez-vous me citer ces zones de culture? Par exemple, qu'est-ce qu'on produira si on parle de la culture vivrière? Il y a les céréales, il y a les maïs, il y a les tubercules, le manioc, les patates douces, et il y a les bananiers. Vous voyez, actuellement, sur le point de vue de l'agriculture, on entre dans la troisième phase. Cette troisième phase consiste à mettre en place la réforme agraire et là, pour objectif principal, d'abord, la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Prenons une moudiria quelconque, le paysan travaille sur quelle terre? Elle appartient à qui cette terre? La terre appartient bien sûr à l'État. Auparavant, elle appartenait à des petits propriétaires terriens. Ou à des grands colons. Le paysan, bien entendu, fera sur la parcelle qui lui sera affectée par l'État une culture qui entre dans le cadre général du développement de l'économie de l'État. Et pendant le cycle végétatif, c'est-à-dire du semis jusqu'à la récolte, le paysan, bien entendu, n'aura pas à attendre, comme par le passé, une récolte problématique pour, disons, pouvoir avoir de la monnaie. Le paysan va toucher une avance sur la récolte. À la fin de la récolte, l'État achète le produit de la récolte et si il y a un reliquat, ce reliquat reviendra aux paysans. Nous arriverons quand même à expliquer aux paysans que son intérêt réside justement à collaborer avec l'État et le pouvoir révolutionnaire qui n'a pour but que pour améliorer sa vie. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des réticences assez importantes dans l'île d'Anjouan où les gens semblent avoir peur de ne pas pouvoir faire leur culture personnelle de manière à avoir leur petite culture familiale qui permettra de vivre sans avoir à aller acheter des produits au marché. En fait, leur inquiétude vient du fait qu'ils n'ont pas bien assimilé l'explication qui leur a été donnée. C'est-à-dire que si on se place au point de vue agronomique, le but que l'on recherche actuellement, c'est à partir du moment où on a déterminé une zone qui est apte pour une telle culture, si vous voulez, la majorité de la culture qui doit être faite sur ces terrains, c'est pour cette culture. Pour préciser ma pensée, je reviens toujours à mon maïs. Si dans une zone quelconque, on a déterminé que cette zone est apte pour le maïs, il est certain que le maïs devait être en priorité dans cette zone. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse faire d'autres cultures sur la même parcelle, qui puissent en quelque sorte qu'à la fin de la récolte, le paysan puisse gagner encore plus qu'avec la seule culture de maïs. Mais est-ce que le paysan n'a pas le sentiment d'être, finalement, celui qui n'a pas compris, d'être dépossédé de sa terre? En fait, ça, je crois que c'est un faux problème, parce que jusqu'à maintenant, la terre en question ne lui appartenait même pas. Hein? Si vous voulez, il était métayer. Donc, maintenant que la terre qui va travailler, de toute façon, ne lui appartient pas, mais appartient à l'État. Donc, le propriétaire change, mais du moins, avec l'État, il est sûr au moins qu'il va travailler
sur ce terrain. Alors qu'avec l'ancien système, le propriétaire terrien peut lui dire du jour au lendemain, écoutez, moi je suis plus d'accord avec vous, vous devez quitter. Alors il se retrouve du jour au lendemain sans terre. Avec le système actuel, il est, si vous voulez son interlocuteur, si vous voulez, c'est l'État. Donc il est certain de travailler sur cette terre. Donc je pense que ce n'est pas tellement des avantages, c'est un avantage plutôt. Quel est le but ultime de cette réforme agraire comorienne? Cette réforme agraire a, si vous voulez, deux buts, sur deux plans différents. Si vous voulez, du point de vue culture vivrière et culture de rente. Au point de vue culture de rente, le but c'est de maintenir le taux de production actuel et le taux d'exportation. Au point de vue culture vivrière, il s'agit de produire en quantité suffisante, de telle sorte qu'on puisse réduire la quantité de produits qu'on importe de l'extérieur, qui grève énormément le budget de l'État. Est-ce que c'est aussi d'améliorer, bien entendu, la vie quotidienne du paysan? Oui, c'est la bonne chose, ça va avec, puisque là, l'amélioration du rendement, ça suppose l'amélioration des paysans en lui donnant les moyens qu'il faut, ce qui concerne l'outillage, l'encadrement nécessaire, les terrains qu'il faut, toute l'intendance. Si la réforme agraire représente l'élément clé de la révolution comorienne, la réforme de la pêche est, quant à elle, essentielle.